Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. C'est Romain Colonne, notre invité cette semaine. Bonjour. Salut. Conseiller territorial à Fapopoulo-Insem, FMO-Agor-Siga. On va aborder différents thèmes tout au long de cette semaine et on va parler de ce qui s'est passé du côté du tribunal administratif de Bastia avec cette décision rendue, cette décision qui a décidé de renvoyer dans les cordes en fait la décision du conseil municipal d'Ajaccio concernant les fameuses villas Aman. Ces villas Aman construites selon le tribunal administratif de Bastia, construites de manière irrégulière, selon une procédure irrégulière. Le conseil municipal, on va rappeler, avait demandé de régulariser à travers une vente des terrains aux frères Aman. Le tribunal administratif a dit non. Tout à fait. Je crois qu'avant de parler de ce cas précis, il faut l'insérer dans une problématique plus générale qui est celle de l'urbanisme, de notre rapport au bien public et à l'urbanisme, au collectif. Et à travers cet exemple-là, on a la manifestation, la triste manifestation, si vous voulez, d'un problème d'urbanisme, me semble-t-il, qui se pose à l'ensemble du territoire et plus précisément sur Ajaccio. Alors nous sommes plusieurs. Vous avez rappelé, j'étais conseiller territorial Fapopoulo-Insem et FMO-Agor-Siga, nous sommes plusieurs, mais au-delà de cette seule famille politique, à dénoncer tout un certain nombre de problèmes urbanistiques, d'aménagement du territoire. D'autres l'ont fait avec nous et on voit bien aujourd'hui avec cette traduction judiciaire qu'il y avait un problème au sein du conseil municipal, de la délibération du conseil municipal. L'opposition l'a fortement dénoncé, s'y était opposé. Puis Jean-Paul Carolage, et je salue son action résolue et déterminée, Jean-Paul Carolage a porté ça devant le tribunal qui lui a donné raison. Mais on voit bien que la situation d'un point de vue urbanistique, il y a plusieurs problèmes, il n'y a pas que celui-là, ne peut pas durer comme ça sur Ajaccio et qu'il faut absolument qu'il y ait un changement de paradigme et un changement de rapport entre le territoire et les citoyens d'Ajaccio, parce que sinon on hypothèque très fortement l'avenir de cette ville et ça, ce n'est pas acceptable. On parlera des autres soucis, du patio notamment, parce que forcément, quand on parle d'urbanisme, on est obligé d'y penser. Mais le tribunal administratif va plus loin. Il constate que la vente par la commune de terrains lui appartenant vise à rendre possible la régularisation des villas qui ont été édifiées donc en violation des règles d'urbanisme et à faire échec aux arrêts par lesquels la Cour d'appel de Bastia a condamné les auteurs de ces infractions. Oui, c'est relativement grave. Après, moi, il ne m'appartient pas de commenter la volonté politique de la municipalité d'Ajaccio de régulariser des constructions qui ont été au préalable déclarées irrégulières. Ça, je vous invite à interroger les auteurs et les promoteurs du vote. Simplement, on voit qu'il y a une décision de justice au préalable qui a été défavorable à l'encontre de ces constructions et que malgré cela, la municipalité a voulu régulariser les terrains sur lesquels, à travers une vente, les terrains municipaux sur lesquels avaient été construits, élargis les constructions. Donc on voit aussi là, le rôle prépondérant de l'opposition municipale et la justice, par le biais d'une seconde décision, a donné raison finalement à l'opposition. Mais je crois encore, et j'insiste, au-delà de cette décision qui est très importante, je pense qu'il y aura... il faut aller sur le fond du problème et de notre rapport à l'urbanisme et aux constructions sur Ajaccio qui pose un problème de fond. Vous l'avez évoqué, ce problème de fond aussi de l'urbanisme, y compris dans votre campagne pour les législatives, parce que ça fait partie d'un tout. Oui, mais écoutez, ça relève aussi de nos fondamentaux en tant que nationalistes, sans dire que sur cette question-là, nous avons une position exclusive ou hégémonique sur ça, ou le monopole de la dénonciation de ce problème-là. Mais force est de constater que la famille nationaliste à laquelle j'appartiens, depuis maintenant 50 ans, a toujours dénoncé les problèmes d'urbanisme en Corse et a lutté avec différents moyens pour essayer de préserver l'île. Alors, dire cela, ça ne veut pas dire que
de fait ou d'un point de vue dogmatique et idéologique, on est contre toute idée de développement. Nous disons simplement que le développement humain, le développement collectif doit se faire au bien de la collectivité et ne doit pas privilégier des intérêts particuliers au détriment de l'intérêt public et collectif et doit se faire de manière harmonieuse d'un point de vue architectural, d'un point de vue environnemental, avec la préservation des intérêts collectifs qui sont ceux des Corses et du peuple corse. Et là, on a un enjeu fondamental de préservation et de développement. Alors, c'est quelque chose de difficile, il ne faut pas dire le contraire, il n'y a pas de baguette magique, mais je crois qu'on doit mener notre action publique, notre action collective en fonction d'un certain nombre de principes et qu'il ne faut pas aller au-delà de ces principes, sinon on fait peser un danger important en termes d'aménagement du territoire, en termes de préservation de nos intérêts, danger sur la Corse et le peuple corse. On a une nature qui est magnifique, on a un espace qui est magnifique, il faut absolument les préserver et lorsque l'on développe la Corse, il faut toujours avoir cette idée de développement entrepreneurial, développement culturel. Sans pour autant donner les clés d'une ville. À tous les niveaux, pardon ? Sans pour autant donner les clés d'une ville. Aux promoteurs immobiliers. Non, bien évidemment qu'il faut l'intérêt pour une ville et pour le collectif, c'est de défendre l'intérêt collectif. Ça ne veut pas dire que demain des promoteurs immobiliers ou quelque autre profession ne puissent pas travailler sur Ajaccio et les alentours comme partout ailleurs en Corse, mais le travail des uns ne doit pas se faire au détriment des autres. Il faut toujours trouver un juste équilibre. Là où l'on peut construire, il faut construire et de manière tout à fait acceptable pour tous, mais il ne faut pas qu'en quelques années, la ville d'Ajaccio change comme elle a changé, parce qu'on voit bien les nombreux problèmes, vous en avez cité dans vos questions précédentes quelques-uns, en termes d'inondation, en termes d'éboulement, en termes de déplacement aussi du coup de population, en termes judiciaires, on l'a dit sur les sanguinaires, et en termes visuels aussi, en termes d'acceptabilité. Voilà, tout ça pose de nombreux problèmes, on voit là qu'on touche les limites d'un système et les limites d'un aménagement du territoire qu'il faut inverser et mieux contrôler. Merci beaucoup Romain Colonne. Je vous en prie. On vous retrouve tout à l'heure après le journal de la mi-journée. À tout à l'heure. Bonjour et bienvenue. Bonjour à notre invité Romain Colonne. Bonjour. Bonjour. On parlait de ces règles d'urbanisme, de cet aménagement finalement du territoire sur la ville d'Ajaccio plus particulièrement. On a évoqué donc ce matin le cas des villas Aman, le cas du patio aussi. Vous évoquiez les inondations. Il y a beaucoup de choses à faire. Ce patio, on a vu ces dizaines de familles corses déplacées l'avant-veille de Noël pour un danger imminent. C'est encore possible en 2022 ? Visiblement, ça l'a été, et moi je le regrette très fortement. J'ai pu voir ce que relatait la presse. Alors il y a une procédure en cours, donc moi, il ne m'appartient pas de la commenter, bien évidemment, mais on voit qu'il y a des zones d'ombre dans ce dossier, et donc on attendra les résultats de la procédure pour en savoir un petit peu plus. Mais d'ores et déjà, ce que relate la presse est inquiétant. Je voudrais apporter tout mon soutien, bien évidemment, aux familles qui ont été déplacées, et dire simplement que si cela était possible, vous le dites, en 2022, on peut supposer que les mêmes causes amènent les mêmes effets, et il n'est pas impossible qu'il y ait d'autres péripéties, je vais les qualifier ainsi, d'un point de vue urbanistique. Je ne sais pas, moi je n'ai pas un état des lieux précis de toutes les constructions à Ajaccio de leur qualité, mais en tout cas on voit bien, c'est ce que nous disions ce matin, qu'une urbanisation effrénée, incontrôlée, pose un certain nombre de problèmes. Encore une fois, j'insiste lourdement, parce qu'il ne faudrait pas caricaturer le débat. Dire cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas aménager le territoire et proposer des logements, y compris des logements sociaux, que les gens ne puissent pas accéder à la propriété, construire aux obbezzuidar condeliano, mais tout cela doit correspondre à des règles très précises d'urbanisme, de sécurité, et on voit bien que la construction incontrôlée porte son lot de risques, de déconvenus, et qu'à cela, il faut absolument inverser. Nous disions ce matin le paradigme, j'y crois très, très fortement, parce qu'on ne peut plus se permettre de multiplier les déconvenus comme ça toutes les semaines. Donc c'est une semaine les inondations, une autre semaine les éboulements, une autre
autre semaine, décision judiciaire. Décision judiciaire aussi, faut-il le rappeler, c'est beaucoup d'implications de la part des collectifs, de la part des associations, de la part parfois des individus ou de l'opposition municipale en l'occurrence. C'est beaucoup d'énergie, c'est de la fatigue, c'est de l'incertitude, c'est du doute. Il y avait une autre décision aussi judiciaire pour un immeuble sur les Sanguinaires, il y a quelques jours de cela, bloquant une construction. Donc voilà, on voudrait vivre collectivement dans un climat plus apaisé sur Ajaccio ou ailleurs aussi en Corse, parce que l'honnêteté intellectuelle me commande de dire que le problème ne se pose pas qu'à Ajaccio, mais en tout cas à Ajaccio, j'ai l'impression qu'il se pose un peu plus qu'ailleurs. Un peu plus qu'ailleurs. Et à propos d'apaisement, justement, on avait vu cette prise de position du conseil municipal d'Ajaccio à votre rencontre d'ailleurs, suite à vos précédentes prises de position. C'était pas vraiment apaisé. Non, mais bon, moi je laisse l'auteur des propos seul responsable de ces propos. Moi je crois que dans le débat public, les insultes salissent davantage celui qui les professe que celui qui les reçoit. Moi je ne suis pas là pour polémiquer. L'auteur des propos assume visiblement ce qu'il a dit à l'égard d'une partie de l'opposition municipale, à mon égard personnellement et de la majorité territoriale. Moi, je ne veux pas être dans la caricature, dans la bassesse, dans la petite phrase. Je constate juste de manière très tranquille et très modeste que lorsque je lis la presse de manière quotidienne, visiblement, ça a l'air de nous donner raison sur notre présence là-bas, qui n'était pas une présence polémique. Moi, je dis simplement qu'en ma qualité d'élu de Fabo Poulon Insem, en ma qualité d'ancien candidat au législatif qui a fait un score non négligeable sur Ajaccio et la région, lorsqu'il y a un problème comme ça, il est aussi de mon devoir citoyen, de mon devoir d'élu, de me rendre sur place, d'essayer d'avoir le plus d'informations possible auprès des services qui étaient présents, qui annonçaient plus ou moins une réunion publique à l'adresse de tout un certain nombre d'habitants que nous connaissons. Nous sommes aussi sur un petit territoire qui fait qu'on a une promiscuité avec les gens, qu'on les connaît pour la plupart. Je me suis rendu sur place aussi avec ma collègue, amie, Dani Antonini, cardiologue, qui a été prise à partie aussi lors du conseil municipal, qui elle est dans l'opposition municipale, élue, qui est reconnue sur la place publique. Nous sommes rendus sur place pour, mais je vous le disais, avoir un certain nombre d'informations, essayer de mieux comprendre ce qu'il était en train de se passer et apporter un soutien, au moins dans un premier temps, affectif aux gens que nous connaissions. Bon, mais visiblement, ça a déplu à une partie, je dis bien une partie de la majorité municipale, parce que ce n'était pas la position unanime de tous les élus, puisqu'on a reçu de nombreux messages de soutien. Donc voilà, mais je laisse l'auteur seul responsable de ses propos. Ça veut dire aussi que pour changer de paradigme, vous évoquiez votre score au législatif, négligeable, effectivement, vous pouvez envisager les prochaines municipales qui arrivent, les prochaines échéances électorales sur Ajaccio ? Là aussi, une réponse d'ordre structurel, essayer de prendre un peu de hauteur. Moi, il n'est pas dans mes habitudes de préempter le débat quelques années avant, de dire je serai ou je ne serai pas, inversement. Je crois que ça nécessite des discussions et il n'est pas vraiment pas dans ma personnalité, mes habitudes d'affirmer des choses lorsque ce n'est pas le temps de les affirmer. Ceci étant dit, le score des législatives sur Ajaccio et sur la circonscription impose à un moment donné de mener un certain nombre de discussions, de prendre un certain nombre de contacts, de mener une politique alors, moi j'ai toujours dit d'accompagnement quand les choses sont bien faites et d'opposition quand elles sont mal faites. Force est de constater que sur bon nombre de sujets, j'ai tendance à considérer qu'elles sont plutôt mal faites que bien faites, donc je m'y oppose avec les moyens politiques qui sont les miens. Mais bien évidemment, le score des législatives nous impose aux personnes qui m'accompagnent et à moi-même de mener une réflexion par rapport à la municipale. L'intérêt, je vous le dis vraiment sans fausse modestie, n'est pas que Romain Colonna soit élu ou pas, ou qu'il se présente comme maire, c'est qu'on mette un terme à cette politique qui me semble à bien des égards néfaste à l'égard d'Ajaccio, et qu'on puisse structurellement, durablement changer ce pays et changer la ville d'Ajaccio. Bien évidemment, je tenterai de jouer un rôle important dans cette construction et dans ce changement.
Merci beaucoup Romain Colonne. À demain. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Le conseiller territorial Fapopolo-ICEM, FMOAGOR, SIGA, Romain Colonne est notre invité cette semaine. Bonjour. Bonjour. On va parler de la commission d'enquête parlementaire, Justitia et Verita per Yvan Colonne. Elle a débuté la semaine dernière avec notamment les auditions de la directrice de la centrale d'Arles, qui a quitté ses fonctions 2 jours ou quelques jours seulement après le décès d'Yvan Colonne. On a vu beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'omissions, beaucoup de mensonges, a même dit Maître Mercinier-Pantalacci, l'avocat de la famille d'Yvan Colonne. Oui, rappelez qu'il y avait déjà eu un certain nombre d'auditions, mais qui ne relevaient pas de cette commission-là, qui étaient des auditions libres et qui se sont faites un petit peu dans l'émoi général au cœur de la tragédie liée à l'assassinat d'Yvan Colonne, par le biais des députés nationalistes notamment et de Jean-Félix Acquahuit, une commission d'enquête parlementaire, donc avec un certain nombre de moyens, de prérogatives et de conséquences aussi pour les auditionnés en cas de mensonge, par exemple. Parce que ces auditions étaient sous serment, contrairement aux premières de la commission des lois. Exactement. On voit aussi là l'importance d'avoir des députés, notamment des députés, ce dossier à bras le corps pour obtenir cette commission. Donc vous avez cette commission avec à sa présidence Jean-Félix Acquahuit et comme rapporteur Laurent Marcangeli, donc des 2 députés de la Corse. Mais vous l'avez dit dans votre question, les auditions, elles ont pour but, alors elles devraient s'échelonner entre 3 et 6 mois à peu près, selon les besoins de l'enquête et de l'audition, des auditions parlementaires. Mais on a pu vraiment prendre l'exacte mesure des enjeux. Les enjeux, quels sont-ils? De faire apparaître la vérité, et la vérité, de pouvoir la cerner à travers plusieurs pistes, notamment le parcours carcéral de l'assassin d'Yvan Colonne, comprendre pourquoi un individu avec un tel parcours carcéral peut se retrouver avec un certain nombre d'activités et face à visiblement un régime de complaisance au sein d'une prison à côté d'autres prisonniers. On a vu ce à quoi ça a conduit. Ça, c'est le premier, on va dire, enjeu important. Le second enjeu, par ricochet, c'est aussi comprendre le statut de DPS et le régime carcéral des prisonniers corses, savoir si manifestement, tel que nous le pensons, il y a des exceptions qui ont été faites jusqu'à présent, mais c'est comprendre aussi si toutes les zones d'ombre qui ont été pointées jusqu'à présent. Vous évoquez même, et l'avocat évoque même des mensonges. Si tout cela cumulé conduit à penser qu'il y a eu une incompétence de la part de l'administration carcérale, ou si ça dépasse le seul cadre de l'incompétence. À ce stade-là, il n'est pas encore possible de le dire. Force est de constater que cette commission d'enquête, dès ses premières auditions, pointe le fait qu'il y a un faisceau de suspicions qui convergent pour dire qu'il y a manifestement dans cette histoire dramatique, au-delà de l'assassinat, tout un certain nombre de zones d'ombre qui doivent absolument être éclairées au nom de la vérité pour Yvan Colonne, pour la famille, pour les Corses de manière générale et encore plus loin pour l'ensemble des citoyens, puisque la prison ne doit pas en aucun cas conduire à ce type d'événement. Alors là, ça nous touche particulièrement puisqu'il s'agit d'un Corse qui avait effectué plus de 2 décennies d'incarcération, que son statut ne lui permettait pas d'être incarcéré en Corse, mais nous devons avoir des éclaircissements et une démocratie saine doit pouvoir reporter tout un certain nombre d'éclaircissements, sinon vous faites peser sur la démocratie et sur le vivre ensemble, le vivre collectif, une suspicion qui n'est pas acceptable et qui ne doit pas être tolérée. Merci beaucoup Romain Colonne. Merci, à tout à l'heure. Bienvenue, nous retrouvons Romain Colonne. Bonjour. Salut. Notre invité cette semaine, on parlait de cette commission d'enquête, on parlait de cette nécessaire vérité autour de l'assassinat d'Yvan Colonne. D'aucuns évoquent déjà une nouvelle affaire Dreyfus. Écoutez,
pense qu'il est un peu tôt, et en tout cas moi je ne me permettrai pas à ce stade, aux prémices de ces auditions parlementaires, de commenter l'affaire ainsi. Je laisse le soin au président, notamment de la commission, à Jean-Félix Akouaoui, de mener les débats. Les débats, d'après ce que j'ai compris, je me suis entretenu avec lui et ses équipes la semaine dernière, devraient s'effectuer sur un temps relativement resserré. L'affaire de 3 mois, peut-être un petit peu plus, pour avoir le temps justement de rédiger le rapport qui sera public. Je crois qu'à l'issue des débats, on aura les idées un peu plus claires sur l'incompétence, le dysfonctionnement ou au-delà, lié à cette dramatique affaire. Mais tout cela est bien dommage, puisqu'on aurait pu manifestement éviter tout cela. On aurait pu éviter tout cela, y compris si Yvan Colonne avait été rapproché, y compris si les autres détenus avaient été rapprochés. On sait qu'il y a un autre détenu corse qui est à la centrale d'Arles aujourd'hui et qui se dit, qui dit craindre pour sa vie, qui demande un rapprochement, qui dit craindre pour sa vie. Aujourd'hui, c'est toute la situation des prisonniers politiques corses qui est remise en cause aussi. Oui, mais cette situation des prisonniers politiques, elle est la traduction politique, justement, sans aucun guillemet, la traduction politique du conflit latent, patent, ouvert entre Paris et entre la Corse, qui est posé maintenant depuis les années 60-70. Soit les Corses sont des citoyens comme tout autre citoyen, et alors ils ont le droit à un régime carcéral et avant cela à des jugements qui ne souffrent d'aucune ambiguïté, à des régimes carcérales qui, partout dans le monde, en tout cas dans toutes les démocraties, disent que les incarcérés doivent être incarcérés auprès de leur famille, sur leur territoire de vie, de sociabilité, et que je veux dire, la prison, elle est là certes pour punir, mais elle n'est pas là pour rajouter des peines à l'égard des prisonniers et des familles. Et soit on considère les citoyens corses comme des citoyens de seconde zone, comme des citoyens périphériques qui n'ont pas les mêmes droits, et manifestement, d'un point de vue carcéral, pour ne parler que de ce point de vue-là, on pourrait évoquer la question à bien des égards, sur beaucoup d'autres domaines. Mais manifestement, les citoyens corses ne sont pas traités de la même manière, et les prisonniers, mais là je rentre même plus dans le cadre politique, les prisonniers corses ne sont pas traités de la même manière. Et les prisonniers corses qui sont en prison pour des raisons politiques auraient dû être approchés de Corse depuis le début. Et on le voit bien dans l'affaire d'Alain Ferrand et de Pierre Alessandre, et ils sont depuis maintenant quelques mois à la prison de Borgo. Ça n'a strictement rien changé, ils ne se sont pas rebellés, il n'y a pas eu de mutinerie. Voilà, ce qui a été le cas depuis quelques mois aurait pu très bien se passer déjà depuis plusieurs années, conformément au droit et au droit international. Alors, vous évoquiez justement ces relations entre la Corse et Paris. On est obligé d'en parler aujourd'hui. Ces discussions sont au point mort. Il y a des lignes rouges d'un côté, des préalables de l'autre, en lien notamment avec le sort de ces prisonniers politiques. Comment vous entrevoyez, vous, la suite? On a entendu Gilles Simeoni se positionner aussi sur cette thématique-là. Écoutez, moi, je ne suis pas de nature optimiste ni pessimiste. Ici, on est... En tout cas, vous m'invitez en ma qualité d'acteur, modeste acteur politique. Moi, je pense que la politique, sa fonction, c'est la résolution des conflits. La résolution, quelle que soit la nature des conflits, hein, ils ont plus ou moins d'intensité et sont plus ou moins importants. Mais en tout cas, moi, je veux vous répondre avec le désir que ce processus politique aboutisse, parce que je ne vois pas d'autre issue pour la Corse dans les années à venir que de régler d'un point de vue politique, c'est-à-dire d'un point de vue politique, se mettre autour de la table, identifier les divergences, identifier les convergences dans un premier temps, et voir comment on peut maximiser les convergences et minimiser les divergences pour aboutir à quelque chose qui soit acceptable pour la Corse, qui manifestement, depuis plusieurs centaines d'années, si on remonte sur le temps ancien, depuis 50 ans, si on remonte sur le temps moyen, et depuis 7 ans, si on remonte à un temps relativement court, pâtit d'un certain nombre de comportements
comportements qui sont tout à fait néfastes, certains abjects et inacceptables pour les Corses, le peuple corse et pour la Corse. Donc moi je voudrais qu'on se mette convenablement, durablement, avec sincérité autour de la table, qu'on discute de manière politique selon ce que je viens de vous dire, parce que je n'envisage pas qu'on puisse faire autrement, puisqu'il n'y a pas d'autre solution. Moi, ceux qui ne veulent pas de ce processus, il y en a certains de part et d'autre qui ne veulent pas de ce processus, moi je respecte tout à fait ces positions-là, mais qui nous disent quelle est la solution pour sortir la Corse de la situation dans laquelle elle se trouve d'un point de vue économique, social, culturel, linguistique, institutionnel, etc. Il y a un vote, on l'a dit, sur tous les médias, sur toutes les ondes, il y a des votes démocratiques répétés qui mettent aux responsabilités une famille politique, le tout articulé autour d'un homme qui est Gilles Simeone, homme de paix, homme de dialogue. Nous disons simplement que nous voulons nous mettre autour de la table pour régler le problème. Bon, je ne suis pas là, j'en ai pas la capacité, j'en ai pas le désir et ni l'autorité pour dire qu'il y a des lignes rouges, qu'il y a des préalables. Moi, je crois qu'un processus politique, on se met autour de la table, on identifie ce que je vous ai dit, l'ensemble des problèmes, et on voit ce qu'on peut régler, ce qu'on ne peut pas régler. Si à un moment donné on estime qu'on ne peut pas régler le problème, ben on quitte la table et on se bat démocratiquement pour régler encore d'une autre manière le problème. Mais aujourd'hui, là où le bas blesse, c'est que nous n'avons quasiment pas commencé le processus, et l'État, par un certain nombre d'attitudes, d'actions, de mépris, peut-être de mésentente parfois, mais surtout d'actions, à cumuler les erreurs policières, judiciaires, qui nous conduisent à dire, nous, on veut bien discuter, il n'y a aucun souci, nous, parce que, encore une fois, nous n'envisageons pas autre chose que la discussion et le dialogue, mais on dit aussi avec tout autant de force, on ne peut pas, avec d'une main, nous tenir une matraque et de l'autre un stylo pour signer des accords ou quelque chose. C'est ou le stylo ou la matraque. Nous voulons tenir le stylo et qu'il n'y ait plus de matraque. On veut discuter, et bien évidemment la discussion doit inclure le cas des prisonniers politiques corses, puisqu'ils sont aussi l'émanation de ce conflit-là. Donc il ne s'agit pas de dire on discute uniquement des prisonniers, après on discutera de tout le reste. Nous disons on discute de tout, et tout de manière organisée, mais de manière concomitante. On ne met pas sous le tapis un certain nombre de choses qui ressortiraient en fin de processus ou d'ici quelques mois. Donc, à partir du moment où les choses sont claires de notre côté, nous attendons de l'État qu'il puisse se mettre sur ces mêmes positions, qui ne sont pas des positions de notre part de surenchère. Nous disons que le dialogue, on doit créer les conditions du dialogue. Nous y sommes prêts, nous les attendons, et en tout cas, si le dialogue doit réouvrir demain matin, nous serons au rendez-vous. Merci beaucoup Romain Colonne. Merci, on se retrouve demain. Bonjour, bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Romain Colonne nous accompagne cette semaine. Bonjour. Bonjour. Conseiller territorial FAPOPOULO-INSEM, linguiste également, enseignant à l'université. C'est justement sur cette casquette-là dont on va s'orienter aujourd'hui, avec cette polémique autour du prénom du petit Artus, en langue occitane, qui a été refusée par l'état civil et plus globalement par l'état français à propos de cet accent, en fait, Artus avec ou sans accent. On a vu François Alphonse y intervenir, et le Conseil constitutionnel qui a censuré cette disposition, considérant qu'en autorisant l'utilisation de signes diacritiques autres que ceux de la langue française, elle reconnaissait dans le même temps un droit à l'usage par les particuliers d'une autre langue que le français dans leur relation avec l'administration. Donc Artus avec ce fameux accent dans un certain sens. Heureusement que le ridicule ne tue pas. J'ai envie de commencer ma réponse comme ça. Nous sommes, là encore, on a l'illustration parfaite du poids de l'idéologie multiséculaire qui se manifeste en France, et qui se manifeste de manière particulièrement violente, de manière particulièrement intense à l'égard de l'idéologie linguistique, à l'égard du français, où finalement, depuis la Révolution française, depuis le XVIIIe siècle, depuis la terreur, seconde partie de la Révolution, avec notamment les rapports de l'abbé Grégoire, de Barrère, avant cela de Rivarol, on a un fond idéologique qui ne confond
totalement citoyenneté et langue française. Or, il me semble que si les deux choses sont liées, elles ne devraient pas être confondues à ce point-là. Et toute la construction de l'État-nation depuis le XVIIIe siècle, donc là on parle de quelque chose qui a près de 250 ans à peu près, confond totalement citoyenneté et langue française pour aboutir à des absurdités où des parents j'ai envie de dire avec un ancrage territorial. Il y avait eu le cas, rappelez-vous, du petit Fons breton avec le N et le tilde sur la tilde sur le N, qui avait défrayé la chronique judiciaire pendant des années avec un combat ardu, important, avec une dépense financière, une dépense d'énergie incommensurable de la part des parents pour pouvoir appeler leur enfant du prénom qu'ils avaient choisi en conformité avec leur lieu de vie, leurs aspirations culturelles. Il y a d'autres organisations politiques ailleurs dans le monde qui sont plus tolérantes, plus bienveillantes, plus accueillantes à l'égard ce qu'on appelle, nous, des minorités nationales ou des peuples sans État. C'est manifestement le cas des Bretons, des Occitans, et bien évidemment le cas des Corses. Vous vous imaginez demain, ça pourrait être le cas, ça l'a été par l'administration précédemment. Maintenant, ça s'est un petit peu calmé en Corse, mais parce que c'est pas un problème de signes diacritiques et d'orthographe, mais si demain on empêchait tel ou tel parent ou tel enfant de s'appeler de telle manière parce que non conforme avec la vision culturelle unique que peut promouvoir un État. Donc ça fait peser quand même une grande menace sur la diversité. Alors, il est heureux qu'après un rouleau compresseur tel que l'a été l'État français pour la construction nationale française de 230 années, il y a encore des parents dans presque un acte de bravoure et de résistance qui osent encore appeler leurs petits-enfants de telle ou telle manière, encore une fois, conformément au lieu de vie, de sociabilité culturelle, historique dans lequel ils vivent. Mais c'est vraiment une triste affaire. Et j'en viens à un point peut-être plus politique qui relève du droit des langues et du droit des citoyens. C'est que pour éviter ce type de problème, il faut que les citoyens, et je pense bien évidemment aux citoyens corses, soient protégés dans son droit. Et cela, ça s'appelle notamment la co-officialité, c'est donner, non pas enlever des droits aux citoyens français, mais c'est donner davantage de droits aux citoyens corses, notamment conformément avec une langue historique de la terre de Corse, qui est la langue corse. Alors, on le voit, hein, parce que même la prise de position de François Alfonsi dans Région et Peuple Solidaire qui dit que finalement, c'est cet accent aigu sur le « u » qui l'ironise. Il dit, il menacerait presque l'unité de la France. Mais on entend aujourd'hui beaucoup dire, y compris par le gouvernement, il faut dépolitiser la langue, on vous donne des moyens et ça s'arrête là. Vous parliez de cette co-officialité, de ce statut. Finalement, l'État repolitise véritablement la langue. Il n'a jamais cessé, puisque la langue, moi c'est quelque chose dont je parle régulièrement avec les étudiants, il est naturel de parler. Le langage est quelque chose de naturel. Parler telle ou telle langue est un acte politique au sens noble du terme, puisqu'il relève de la société, il relève d'un acte collectif, et la politique, c'est bien la gestion, la régulation de la société et des actes collectifs. Donc la langue est un acte éminemment politique. Politiser, quand on dit qu'il ne faut pas politiser la langue, il ne faut pas que ça soit le seul apanage des partis politiques ou des acteurs politiques, mais il faut bien considérer la langue comme un acte politique, et on voit bien là qu'un accent aigu prend la dimension d'un conflit étatique, d'un conflit stato-national. Et oui, on le dit sur le ton de la boutade, mais presque pas, sans exagération, qui remet en cause les fondements de la République. J'ai presque envie de dire que lorsque l'on en arrive à ce point-là, c'est que ces mêmes fondements ou cette même République demeure relativement fragile, parce que si elle n'arrive pas à accepter en son sein
non pas une différence, mais une infime variation telle qu'elle peut être manifestée à travers le choix de tel ou tel prénom, c'est que véritablement cet État-nation ne se pense plus comme tel et demeure extrêmement fragile, ou en tout cas, s'il ne se pense plus comme tel, devrait amener à porter une réflexion noble pour se repenser, pouvoir accueillir l'ensemble des enfants, parce que là, la situation n'est pas acceptable en ces termes. Merci beaucoup Romain Colonna. À tout à l'heure, on se retrouve à la mi-journée. Bonjour à vous toutes et à vous tous, on retrouve Romain Colonna. Bonjour. Bonjour. On va rester sur cette politique linguistique. On a vu que la collectivité de Corse avait mené un rapport qui en amènera d'autres, qui en appellera d'autres, autour de cette langue et de ce qu'il faudrait faire pour qu'il y ait de plus en plus de locuteurs pour que cette langue soit sauvée finalement. Oui, j'ai envie de dire, concernant la langue, il faut tout le temps tout faire. Voilà, c'est un peu mon leitmotiv, donc c'est quelque chose d'ambitieux, mais ce qui doit guider notre action. Mais plus concrètement, c'est une préoccupation majeure de la famille politique à laquelle j'appartiens. Je crois pouvoir dire aujourd'hui que c'est une préoccupation majeure des Corses, même s'ils ne la traduisent pas ou la manifestent pas tous de la même manière. Je crois que maintenant il y a incontestablement une prise de conscience collective, que ce soit du côté de la classe politique ou du côté des usagers ou du côté des futurs locuteurs, bref des Corses de manière générale, pour dire que cette langue est menacée de disparition, en tout cas dans ses fonctions les plus courantes, dans sa fonction communicative. En même temps, c'est un référent identitaire important dans l'imaginaire des Corses. Aujourd'hui, si vous menez n'importe quel micro-trottoir ou n'importe quelle enquête d'opinion, que vous interrogez les Corses par rapport à l'identité, ce qui revient en position numéro 1, en première position, c'est toujours la langue. Ça ne veut pas dire que ça occupe l'ensemble du panel identitaire, mais voilà, tout ça pour vous dire qu'on a en même temps une place prépondérante de la langue dans le dispositif identitaire, et à la fois une langue qui est menacée dans ses fonctions les plus élémentaires. Donc on doit, nous, en tant que politique, en tant qu'universitaire, en tant que citoyen, en tant que parent, en tant que voilà, toutes les casquettes un petit peu qu'on peut avoir les uns et les autres, en tant qu'acteur médiatique, on doit mettre en place un certain nombre d'actions. La collectivité de Corse a en partie, je dis bien en partie, en charge la politique de la langue, et il faut absolument dans les mois à venir que cette politique trouve un appui sur une structure institutionnelle qui soit repensée par rapport à ce qu'il y a eu jusqu'à présent. Vous savez que la langue corse à la collectivité de Corse est un service. Il n'y a pas d'agence, il n'y a pas d'office. Ça ne veut pas dire qu'il y en aura demain, mais en tout cas actuellement, c'est un service composé d'à peine une dizaine de personnes. Donc incontestablement, ce service à lui seul, avec cette dizaine de personnes, qui a fait un travail remarquable jusqu'à présent, mais n'est pas suffisant, cette structure-là n'est pas suffisante pour assurer une politique de ce qu'on appelle une politique de revitalisation à l'échelle du territoire, à l'échelle de la Corse. Donc il va falloir repenser la structuration, il va falloir repenser la gouvernance aussi. Qui fait quoi? Selon quelles décisions? Vous n'êtes pas sans savoir que les décisions prises relatives à la langue corse ne font pas l'objet, outre l'Assemblée et l'hémicycle, mais c'est pas comme dans une agence ou office où vous avez un conseil d'administration avec différentes parties représentées, la société civile, les associations. Là, il n'y a pas de structure d'accueil pour que discutent entre eux tous les principaux acteurs concernés par la langue, le milieu associatif, le milieu éducatif, le milieu politique, institutionnel, etc. Donc il va falloir aussi penser à ça, penser à un transfert de moyens, penser à une évolution du droit pour protéger les citoyens, ce que l'on disait précédemment, et également, une fois qu'on a pensé à tout ça, il faut presque de manière concomitante penser à un plan d'action qui soit réaliste à l'échelle de la mandature pour les prochains mois à venir, à l'échelle de la mandature d'ici les un peu plus de 5 ans qui nous restent à opérer à la collectivité de Corse, et ensuite un plan aussi d'action qui puisse s'inscrire dans le temps, au-delà de notre seule mandature et majorité, et ça suppose la formulation d'un certain nombre d'objectifs, dédier un certain nombre de moyens et mettre en place un certain nombre d'actions. Et ça suppose aussi une évaluation au départ, en cours,
de politique et en fin de politique. En fait, là, je vous donne tous les ingrédients qui relèvent tout simplement d'une politique publique, et cette politique publique, à grande échelle, elle doit s'appliquer pour la langue corse comme tout autre objet, parce que c'est un objet qui est fondamentalement public, qui appartient aux Corses et pour lequel nous devons y répondre. Dans ce cas et dans ce contexte précis, le président Simeoni a proposé un rapport d'information pour engager tout un processus de consultation auprès des principaux acteurs, des chambres consultatives, des associations, etc., pour élaborer de manière collective un plan qui soit in fine partagé, accepté et diffusé par l'ensemble de la société corse. Donc j'espère qu'on va pouvoir s'y atteler dans les prochaines semaines et dans les prochains mois pour aboutir à quelque chose de satisfaisant, et que l'on puisse se réveiller dans 5 ans à l'issue de la mandature et dire voilà pour la langue ce que l'on a fait, voilà ce qu'il nous reste à faire. Merci beaucoup Romain Colonne, merci, un sujet dont on reparlera dans le cadre d'une autre émission. Merci, à très bientôt. Bonjour, bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. On retrouve notre invité Romain Colonne. Bonjour. Bonjour. On rappelle, conseiller territorial Fapopulo Insem et Femoagour, Siga. On va parler d'un sujet d'actualité. Aujourd'hui, c'est la grande journée nationale d'action contre le projet de retraite du gouvernement, de réforme de retraite du gouvernement. En Corse, il y a eu de très très nombreux appels à la grève également, un appel à la mobilisation pour ce jeudi. Vous en pensez quoi de cette réforme des retraites ? Tout d'abord, vous dire que c'est un sujet extrêmement complexe, et je crois que nous devons l'aborder avec un peu d'humilité, un peu de modestie, parce que je crois que d'un côté comme de l'autre, pour à la fois les promoteurs et les opposants, il ne faut pas asséner des vérités qui ne pourraient pas être nuancées ou contredites. Je crois qu'il faut vraiment prendre ce problème extrêmement complexe. Là, on parle d'un système de financement pour des millions de personnes sur plusieurs décennies. Donc il faut être extrêmement prudent lorsque l'on l'aborde. Ceci étant dit, nous sommes face à une réforme là qui est violente, extrêmement violente d'un point de vue social. Moi, je remarque juste quelque chose, que notamment, on l'a souvent cité, mais je vais le faire de nouveau à mon tour, que le Conseil d'orientation des retraites, qui est un organisme tout à fait officiel, qui produit depuis des années des documents qui sont tout à fait sérieux, dont se sert le gouvernement, dit très clairement qu'il n'y a pas, encore son dernier rapport date de septembre 2022. Donc on est après les législatives et on est avant la présentation de cette réforme-là, dit très clairement que le système par cotisation et par répartition des retraites en France n'est pas menacé, qu'il est à l'équilibre budgétaire. Il y a même un excédent pour cette année-là. Ils envisagent effectivement une baisse pour les années à venir qui pourrait possiblement augmenter le déficit, mais qui est une augmentation qui reste, j'ai envie de dire, à la marge par rapport au déficit global. Mais donc il est dit que rien ne justifie en soi une telle réforme où on dit notamment pour ceux qui sont rentrés le plus tôt dans le travail qu'ils vont travailler jusqu'à 64 ans, donc avec un recul de 2 années de l'âge réglementaire de la retraite, une augmentation des cotisations. Nous disons, et quand je dis nous sommes plusieurs à le dire, à la fois du côté des nationalistes, du côté de Fapopulo Insem et de Femoagour Siga, mais on a pu voir par exemple l'intersyndicale qui de manière unitaire appelle à la manifestation, que cette histoire qui concerne plusieurs milliards par an d'économie, puisque c'est finalement comme ça que c'est présenté par le gouvernement, il y avait sans doute d'autres solutions pour venir mobiliser à un moment donné cet argent-là, par exemple la création, je ne sais pas moi, d'une nouvelle taxe, d'autres cotisations, mettre un terme à certains allègements pour les plus grandes fortunes, une meilleure répartition, trouver donc d'autres solutions pour combler le possible, je dis bien le possible, déficit lié aux retraites. Mais vous savez, il y a quelques heures de cela, je suis monté à l'Université de Corse où je travaille,
J'ai fait donc l'aller-retour dans la journée et toutes les stations essence affichaient des prix mirobolants, vraiment où on avoisine encore les 2 €. Donc on revient sur les prix d'il y a quelques mois, d'il y a quelques semaines. Et je me suis dit en conduisant mon fort intérieur, au moment où on a des prix pour un produit qui est en Corse d'une grande nécessité, qui est le carburant pour pouvoir se déplacer, on a des prix qui avoisinent les 2 €. On annonce notamment pour les plus précaires et les classes moyennes un allongement de la retraite. Et on est là sur véritablement 2 poids 2 mesures. Nous disons simplement que cette réforme, pour qu'elle, pas par principe contre les réformes, mais contre le fait de dire que j'ai commencé mon propos pour dire que c'est un enjeu complexe pour un territoire comme la Corse, pour un pays comme la France. Il n'y avait pas une urgence absolue, c'est les documents les plus officiels qui nous le disent. Donc on pouvait certainement prendre davantage de temps, donc il faudra voir la copie finale. Vous dire aussi que les députés qui me sont proches, qui nous sont proches, notamment du groupe Lyot, déposons tout un certain nombre d'amendements et pour l'instant appellent à voter contre cette réforme. Merci beaucoup Romain Colonne. On va vous retrouver tout à l'heure après le grand journal de la mi-journée aux alentours de 12h15. À tout à l'heure. Merci. Bonjour, on retrouve notre invité, le conseiller territorial Fapopoulou Insem, qui est notre invité durant toute cette semaine, Romain Colonne. Bonjour. Bonjour. On parlait de cette réforme des retraites, vous avez dit elle est violente. C'est de la violence que cette réforme des retraites ? Moi, j'ai l'impression qu'on est dans une période où on connaît, enfin, c'est pas une impression, ça dépasse largement le cadre de l'impression, où on connaît une très forte inflation à tous les niveaux, plusieurs points en pourcentage d'inflation, en même temps une baisse considérable du pouvoir d'achat depuis des années, notamment des classes moyennes, je vous disais ce matin, faisait le constat qu'on était revenu à des prix totalement extravagants pour l'essence, à 2 € le litre. On a un taux de chômage qui est relativement important chez les seniors notamment. Donc on pourrait cumuler tous ces indicateurs sociaux. On a des documents, notamment du Conseil d'orientation des retraites, qui nous disent qu'il n'y a pas d'urgence, que le système est à l'équilibre encore pour de nombreuses décennies. Et en même temps, on a une réforme qui est violente, puisque elle est très largement contestée. Et vous savez, c'est pas normal que sur des sujets aussi importants qui engagent le vivre ensemble, qui engagent les sociétés, qu'il y ait une telle contestation. C'est que la réforme, à un moment donné, lorsqu'elle ne passe pas, j'ai presque envie de dire, aux prémices de sa présentation, c'est qu'elle comporte sans doute des lacunes, qu'il y a eu un manque de dialogue social. Alors, bien évidemment, les intérêts du gouvernement ne sont pas ceux des travailleurs, ceux des syndicats, mais nous le disions dans les jours précédents, l'art de la politique, c'est justement d'essayer de maximiser les convergences et de trouver des terrains d'entente. Il y a bien sûr la nécessité de manière générale à réformer nos systèmes politiques, enfin par le biais de la politique. La retraite, les retraites et le système de retraite en fait partie, mais il n'y avait aucune urgence à passer en force comme ça, si tant est que le texte aboutisse, mais on voit d'ores et déjà des positionnements, notamment des LR, de la droite, qui historiquement avaient porté un certain nombre de mesures et qui sont reprises par le gouvernement. On voit aussi que le groupe Horizon soutient cette réforme, avec Édouard Philippe qui, lui, au départ, était même prêt à allonger et évoquait encore plus loin, il évoquait le chiffre de 67 ans. Donc là, on a l'impression que presque une surenchère et une course entre les uns et les autres. Nous disons simplement que pour des raisons aussi bien morales, philosophiques que d'expertise budgétaire et financière, il n'y avait pas nécessité à dire aux gens, au moment où on connaît une grave crise, une inflation sans précédent, une baisse du pouvoir d'achat, une augmentation des prix de première nécessité, de faire passer à ce moment-là une retraite où on dit quand même aux gens qu'ils vont devoir travailler 2 années supplémentaires et où on ne prend pas suffisamment en compte les carrières hachées, les travails des femmes, la pénibilité, j'allais le dire, où on ne prend pas suffisamment en compte. Alors, encore une fois, l'honnêteté intellectuelle
intellectuelle commande de dire qu'il y a des ajustements qui sont proposés par le gouvernement. C'est pas juste une augmentation de l'âge légal de 2 ans. Il y a certaines mesures compensatoires, mais retraite minimum à 1 200 € à 85% du SMIC, lorsque l'on connaît notamment sur le territoire corse les prix inférieurs qui sont employés titre des payes de manière générale, ça ne laisse rien augurer de bon, et on ne peut pas faire opposer une telle réforme sur le seul argument de dire qu'il y a un vieillissement de la population, donc on doit travailler plus longtemps. Je veux dire, ça ne peut pas être le seul argument qui justifie tout. Moi, j'aurais voulu que le gouvernement prenne le temps de discuter avec les syndicats, avec les représentants des travailleurs. On n'avait pas vu une telle intersyndicale, une telle fronde, et puis vous évoquiez au-delà des syndicats aussi, elle est très très mal perçue sur le terrain, dans la rue, dans les foyers, cette réforme. Oui, parce que je crois que le gouvernement, sans dire qu'il est hors sol, ça serait exagéré de ma part, et ce n'est pas dans mon habitude d'employer ce type de propos, mais sans dire qu'il est hors sol, je crois que le gouvernement est en partie déconnecté d'une majorité de citoyens, de Corses, de Français qui sont dans la souffrance sociale, dans une grande précarité, et en disant cela, j'englobe aussi les classes moyennes qui manifestement en France assument depuis maintenant plusieurs décennies très fortement la gabegie, les politiques de casse sociale, et donc les publics les plus précaires jusqu'aux classes moyennes n'ont pas encore à supporter le poids d'une réforme qui est manifestement injuste pour eux, et donc tout ceci justifie à un moment donné qu'il y ait à la fois une unanimité, une contestation forte à l'égard de cette réforme qui ne passe pas. Merci beaucoup Romain Colonne, à demain. Je vous en prie, à demain. Bonjour, bienvenue, bonjour Romain Colonne. Bonjour. Vous êtes notre invité cette semaine, conseiller territorial Fapopulu Insem et Fem-Ouagour, Siga qui tenait justement le week-end dernier sa grande assemblée générale à Corté. Il y a eu beaucoup de thématiques, l'autonomie bien évidemment, mais pas que, il y a eu des échéances aussi qui ont été avancées. Oui, alors déjà je pense que l'une des informations importantes c'est à retenir par rapport à cette consulta générale d'un parti politique, c'est l'affluence massive que nous avons pu constater un dimanche du mois de janvier à Corti. On a à peu près comptabilisé rentrer dans une guerre des chiffres, mais aux alentours de 600 à 700 personnes, avec un amphithéâtre à l'Université de Corse qui était plein. Donc ça, c'est une information importante, puisque ça démontre aussi qu'il y a un soutien populaire, qu'il y a un soutien massif aux orientations portées par Fem-Ouagour, Siga et par Fapopulu Insem à l'Assemblée de Corse. Ceci étant dit, le message allait bien évidemment au-delà de la seule démonstration de force. Il s'articulait autour de deux orientations principales, celle de dire que nous étions farouchement attachés à la reprise du dialogue avec Paris, parce que nous n'envisagions pas d'autres solutions. Nous l'avons déjà dit à ce micro au cours de la semaine, mais nous l'avons réaffirmé avec encore plus de force avec Fem-Ouagour. C'est que nous n'envisageons pas d'autres solutions. Il n'y a pas d'autre solution pour la Corse que celle de l'apaisement, que celle du dialogue et que celle de la réussite politique. Mais nous avons dit aussitôt de manière conjointe et solidaire que cela devait se faire de manière tout à fait franche et honnête de part et d'autre, que nous étions prêts et que nous attendions donc sur la question des prisonniers notamment, mais sur d'autres questions de la part de Paris, qu'il y ait des signes. Nous le disons depuis plusieurs semaines, l'ora et Binuta. On ne peut pas rentrer dans un dialogue pendant plusieurs mois qui devrait aboutir, pour reprendre l'idée du président Simeone, avant 2024, donc autour de l'année 2023, avec une année très chargée et remplie, débuter réellement ce processus sans qu'il y ait de la part du gouvernement, de la part de Paris, la prise en compte de l'exacte mesure des enjeux qui pèsent sur les Corses, sur le devenir du peuple corse, les enjeux sociaux,
socio-culturels, linguistiques, économiques, en termes de transport à tous les niveaux. Nous sommes prêts à discuter de tous les sujets, mais nous attendons aussi de la part de Paris, nous le disons sans surenchère, mais de créer les conditions les plus favorables à cette reprise du dialogue. Et je vous disais 2 orientations principales, ça c'était la première, donc qui venait soutenir les mots d'autonomie, de démocratie, de peuple. La seconde, c'était un soutien important, massif, sans ambiguïté au président de l'exécutif Gilles Simeoni, au-delà de l'amitié que les uns et les autres nous pouvons lui porter. Bon, c'est un compagnon de route depuis maintenant près de 2 décennies, mais ça n'aura échappé à personne que le président Simeoni, avec toute la charge qui pèse sur ses épaules, est aujourd'hui à la croisée de plusieurs attaques virulentes, que ce soit des attaques politiques, que ce soit des attaques nocturnes le concernant plus précisément ses proches, son fils notamment, une défiance somme toute de la part du gouvernement à l'égard du processus politique en cours. Donc cela fait beaucoup pour un seul homme, aussi responsable soit-il, et il était important que une partie du peuple corse, à travers notamment le parti politique qui le soutient, qui l'apporte aux responsabilités, témoigne de manière tout à fait claire, sans embâche, notre soutien à l'égard du président de l'exécutif, et que nous tracions, lui et nous, nous avec lui avec nous, une feuille de route politique pour les mois à venir qui est celle de la défense absolue des intérêts moraux et matériels du peuple corse. C'est ce pourquoi les Corses nous ont envoyés aux responsabilités. Nous avons aussi dit que nous n'avions pas de position exclusive et hégémonique sur l'échiquier politique, qu'il y avait d'autres forces politiques, au premier rang desquelles les forces nationalistes, mais au-delà, que c'était un projet pour la Corse, par les Corses, avec les Corses qu'il fallait définir dans les semaines et les mois à venir, et que nous allions encore une fois, si Paris créait toutes les conditions du dialogue, retourner autour de la table des négociations de manière tout à fait tranquille, sereine et déterminée. Merci Romain Colonne, à tout à l'heure. Bonjour, bienvenue, dernier rendez-vous de la semaine en compagnie de Romain Colonne. Bonjour. Bonjour. On a parlé de cet AG de Fais-moi Siga. Vous avez évoqué ce qu'a évoqué Gilles Simeoni durant ses vœux, qu'il a un petit peu réévoqué lors de son discours de clôture, les fameuses menaces. Alors le président du Conseil exécutif ne s'est pas exprimé en interview par exemple sur ces menaces, sur la nature de celles-ci, donc on ne va pas vous demander de vous exprimer là-dessus, bien évidemment, mais vous avez dit qu'il faut être tous derrière lui, il faut véritablement lui apporter un soutien, y compris un soutien physique. Moi, c'est pas en ces termes que je parle, je ne veux pas dramatiser la situation outre mesure, dire simplement qu'en Corse comme ailleurs, mais en Corse particulièrement, il y a un climat pesant, puisque c'est une société de proximité, de promiscuité, et que le politique peut être exposé à différentes formes de pression, au-delà du politique, des chefs d'entreprise, toutes les relations sociales finalement sont marquées anthropologiquement, historiquement en Corse par ce fait-là de la proximité, qui fait que la pression peut prendre différentes natures et s'exprimer de différentes manières. Et je crois que de par nos pratiques démocratiques, et c'est pour ça que nous avions aussi mis comme mot d'ordre de cette Assemblée Générale à démocratie, c'est pas juste un vain mot, c'est pas juste un mot valise, et nous n'en prenons certainement pas suffisamment conscience, mais cela doit être un objectif et qui n'est pas encore totalement atteint partout et en permanence, et c'est aussi un mode de fonctionnement qui doit guider notre action politique au quotidien, autant que faire se peut. Cela doit véritablement alimenter notre manière de faire. Nous étions engagés auprès des Corses d'articuler toute notre action politique,
notre morale autour des bienfaits et des vertus de la démocratie. Nous y attelons. C'est un travail de longue haleine que nous devons faire avec d'autres, auprès de collectifs, d'associations, auprès des médias, toute la société finalement qui doit être mobilisée là-dessus. Et il faut, lorsque le premier représentant politique de Corse fait état de menaces, prendre aussi la mesure, et d'autres acteurs politiques ont témoigné leur soutien, bien au-delà de la famille politique nationaliste, ont témoigné de leur soutien, et d'autres ont dit que finalement c'était quelque chose qui était, ça me déplaît de le dire, mais relativement banal en Corse. La différence, c'est peut-être que ça ne s'exprimait pas toujours en ces termes-là, et qu'il fallait que l'on soit nationaliste ou pas, que l'on soit Afemagour, Siga ou pas, à un moment donné, de par le refus absolu de telles pratiques, le simple refus, une forme de témoignage et d'accompagnement. Donc pour répondre à votre question, ça doit interpeller l'ensemble des démocrates de Corse, mais bien au-delà, de dire qu'aujourd'hui, la pratique politique est soumise à ce type de pression, potentiellement, et que nous devons absolument nous y opposer, bien au-delà de nos appartenances politiques, comme un seul homme, j'ai envie de dire, face à cette menace. Et l'opposition la plus concrète, je pense qu'il y ait, c'est la démocratie, toujours et encore la démocratie, avec beaucoup de détermination et de sérénité. En tout cas, reproche à Gilles Simeoni d'avoir lancé ce mot et de ne pas être rentré, on va dire, dans le détail des choses. Est-ce que pour vous c'est quelque chose qu'il fallait faire de cette manière plutôt que de rentrer dans des processus, des procédures? Bien évidemment, à ce stade, je lui laisse l'entière responsabilité de la gestion de ce cas-là ou de ces cas-là. Je pense, sans surinterpréter ces mots, qu'il a voulu dire dans un moment d'intimité avec les Corses qui sont les vœux, de dire que lui, comme d'autres, pouvait être menacé ou pouvait subir des pressions, mais il a ajouté aussitôt... Personne ne nous tirera l'oreille, personne il a ne ajouté tiendra le bras. Aussitôt qu'il était tout à fait serein et déterminé, et même au-delà, que ça nous renforçait collectivement dans notre volonté d'assainir, d'apaiser et de mener des politiques publiques qui concernent l'intérêt collectif et non pas qui privilégient les intérêts particuliers. Ceci étant dit, nous ne devons pas dévier de ce chemin, mais c'est bien à lui, sur ce cas-là, de gérer comme il l'entend ses propos, et c'est pas à moi de les commenter à ce stade. Pour terminer, c'est difficile d'être un homme politique en Corse aujourd'hui? Alors, je n'ai pas été ailleurs, donc la comparaison trouve ses limites. Il y a quelque chose qui est tout à fait grisant, qui est tout à fait motivant, et moi qui m'anime depuis que je suis adolescent, c'est d'avoir pris conscience d'un certain nombre de problèmes, d'injustices. Surtout, moi, c'est quelque chose qui guide mon engagement, et la politique vous permet d'y répondre au moins partiellement, d'essayer de résorber cette injustice et de porter une amélioration sociale, économique, culturelle pour votre pays, pour votre peuple. Après, je ne vais pas vous dire que c'est tous les jours facile. Et on a aussi, comme tout acteur politique, des vies familiales. C'est souvent un calendrier familial qui est souvent mis à rude épreuve avec la politique qui nous sollicite de manière permanente. On a aussi, pour mon cas, un calendrier professionnel très prenant. Moi, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Corse. C'est un métier que j'affectionne particulièrement. Donc voilà, tout se télescope un petit peu. Il faut faire la part des choses. Et aussi, alors c'est l'avantage et le défaut, cette proximité avec le corps social que j'évoquais, qui est tout à fait motivante, parce que voilà, on agit pour des gens, on se connaît tous en Corse, c'est le bien collectif, mais qui est palpable, que l'on voit, au milieu duquel on vit, et en même temps, il peut y avoir, là, je vais bien au-delà du cas des menaces qu'on évoquait avant, mais une pression du corps social, puisque l'acteur politique est au milieu de ce corps social-là, et donc il est tout à fait accessible, et il faut qu'il le soit en permanence. Donc ça peut, dans la gestion des affaires publiques, comporter un certain nombre de difficultés. Il faut toujours essayer de faire la part des choses, mettre de la distance lorsqu'il faut en mettre de la proximité lorsqu'il faut en mettre, parce que c'est aussi l'art du politique, mais
Voilà, une réponse, je pense que dans des choses aussi complexes, c'est jamais tout blanc ou jamais tout noir, c'est jamais, moi je peux pas arriver là à votre micro et vous dire oui c'est facile de faire de la politique encore, ça serait ne pas dire toute la vérité, et en même temps venir ici à ce micro et vous dire que ce ne sont que des difficultés, ça plomberait un petit peu l'ambiance et ça ne serait pas vrai non plus, donc voilà, ça s'exprime avec différentes intensités à différents moments, entre de la facilité et de la difficulté, mais en tout cas c'est un engagement au service du collectif que moi j'assume parfaitement, avec son lot de difficultés, mais surtout, et je voudrais terminer en disant, avec son lot d'espoir, de réussite, d'engagement, et au service des Corses, de ce peuple, de la société, pour l'amélioration sociale et culturelle et économique de cette île, et ça vaut toutes les difficultés du monde. Merci beaucoup Romain Colonne d'avoir passé cette semaine en notre compagnie, malgré votre emploi du temps compliqué. On a dû jongler, enfin surtout vous. Donc à très bientôt. À bientôt, merci.